un peu d'histoire, on va voir les corps de métier en matière de données. Et on va tomber sur Microsoft Fabric. Et tout juste après, je vais me connecter à la plateforme pour montrer les différentes parties. Et on va voir aussi comment vous pouvez l'activer actuellement. Donc, voilà un peu les points sur lesquels j'aimerais exposer ce webinaire, conduire ce webinaire. Déjà, ST Digital, c'est Société de la transformation digitale. Comme ligne de service, nous avons la transformation digitale naturellement. Nous avons l'infrastructure et le cloud, la cybersécurité, les solutions métiers, le travail collaboratif et puis la conduite d'adoption des formations professionnelles et la conduite d'adoption et de conduite de changement. Qui suis-je? Je suis Emmanuel Macadier-Mensah. Je suis consultant senior à ST Digital V-Lead en matière de collaboration de Modern Workspace. Je suis expert Microsoft. En matière de données, j'ai l'expertise avec Power BI. Voilà un peu ma présentation. J'espère que vous m'entendez très bien. Tout le monde m'entend très bien. On peut continuer. OK, d'accord. Voilà, on va faire un peu d'historique. Quand on parle des données, on parle du décisionnel. Voilà, le décisionnel. Quand on parle du décisionnel, il faut vraiment faire la part des choses. OK? Donc, avant, au début de l'informatique, il y avait pas mal de problèmes qui ont été réglés. On a pu déceler en informatique. Suivez bien. Je vais faire venir mon bloc-notes. J'espère que vous regardez bien mon bloc-notes aussi et puis mon écran partagé. OK, au début de l'informatique, il s'est fait qu'on a identifié très rapidement les types de données. Les types de données. Et on a vu qu'il y avait globalement deux types de données. Hein. Suivons bien ici, on a globalement deux types de données. Premièrement, ce sont les données structurées. Et ensuite, les données structurées, par exemple, une liste de contacts, une liste de clients, où il y a des colonnes sous forme Excel, il y a des colonnes nom, prénom, numéro de téléphone, etc. OK? Ça, ce sont des données structurées. Mais à côté, il y a des données non structurées qui sont très importantes aussi. Un exemple palpable, les factures, les reçus, ce sont des documents qui ne sont pas structurés, mais très importants. Donc, on avait les données non structurées. Donc, dans les années 1800, 1980, etc., il y avait pas mal de bases de données qui géraient, il y avait les banques, et puis il y avait soit des données internes de travail et des données externes dont on a besoin. Mais toutes ces sources de données sont de la forme vraiment structurée. Et basé sur ça, on avait besoin d'avoir de la visibilité. On veut savoir, OK, dans cette banque, OK, il y a eu combien de clients qui ont fait des demandes de prêt et à quelle hauteur. On veut voir, on veut avoir la visibilité sur le nombre de clients, par exemple, qui ont fait des prêts entre 1 million et 2 millions. Tout ça là, juste pour innover les produits de la banque. Ça, c'est un exemple très simple. Hein. Et pour ça, il faudra faire des rapports. Donc, pour faire des rapports dans ce temps-là, il faut tout d'abord rassembler les données là dans un entrepôt de données, ce que nous appelons le data warehouse. Traditionnellement, il vous faut 4 métiers. Il y a ceux qui vont travailler avec le ETL, veut dire extraction,
transformation et puis chargement, load, ETL, extraction, transform, extract, transform and load. Donc, les bases de données étaient là et puis il y avait des gens spécialisés qui venaient, qui faisaient des requêtes sur les bases de données, prenaient les données et les mettaient dans une autre base de données propre qu'on appelait un data warehouse. Donc, il y avait des data marts, il y avait des entrepôts de données. Sur ces entrepôts de données, maintenant, on peut faire des rapports, on peut faire du business intelligence. Ça, c'était dans les années 80. Donc, rappelez-vous, on a parlé de deux types de données. Il y avait les données structurées et puis les données non structurées. Mais ces opérations sont surtout essentiellement autour des données structurées. Mais en avançant, il s'est fait qu'on a eu pas mal d'autres besoins. Et dans les années 2000, dans les années 2000-2011, en plus des données structurées, il y a plusieurs sortes d'autres données qui sont venues et qu'il faut avoir du temps et puis les régler. Donc, le besoin de l'ETL direct n'était plus assez suffisant. Il y a l'ETL directement, faire l'ETL et puis mettre dans un data warehouse, a commencé à montrer les limites. Pourquoi? Parce qu'une organisation de nos jours en ce moment, une organisation digne de ce nom, qui s'appelle vraiment organisation, doit avoir, outre ces bases de données de travail qu'ils ont, doivent avoir quoi? Des données semi-structurées. On avait déjà les données structurées et les données non structurées, les documents et autres là. Mais en plus de ça, est venu maintenant, dans les années, à partir des années 2000, il y a eu beaucoup de production de données et on a, en plus des deux types de données, on a des données qui viennent essentiellement des réseaux sociaux. Une organisation digne de ce nom a son site web. Sur le site web, il y a on peut avoir un robot qui répond à des questions, mais l'organisation doit avoir une page Facebook, une page LinkedIn, une page, une chaîne YouTube, etc., où les gens externes à l'organisation interagissent. Et on a besoin de ces données pour voir clair, pour savoir si on a aimé, si le produit sur lequel on a fait la publicité sur Facebook, s'il y a eu des réactions, combien de réactions positives, combien de réactions négatives, etc. On a besoin de ces données. Donc, à partir de ce moment-là, avoir un ETL, parce que l'ETL était vraiment, vraiment fait et ça marchait tellement bien avec les données structurées. Donc, on a commencé à avoir des données, les données semi-structurées. Les réseaux sociaux surtout. Et l'étude est vraiment quand on parle de big data, etc., ça touche un peu aux travaux qui concernent ce type de données. En ce moment-là, chez Microsoft, Microsoft a bien en place, comme l'ETL montrait des limites, Microsoft a mis en place une structure qui est cloud déjà. Parce que dans les années 2000-2011, on a déjà le Azure, etc. Et Microsoft a mis en place pour aider les organisations un ensemble de dispositifs qui est une plateforme comme un service. C'est un PaaS, Platform as a Service, qu'on a appelé Data Lake, pour ne pas dire le lac des données. Maintenant, à travers ce data lake, les données que vous avez sur vos réseaux sociaux et autres là, le mécanisme les pompe et les met au niveau du data lake. Et le data lake a des dispositions, des fonctionnalités qui permettent à ce que les données peuvent être traitées de deux manières spécialement. On peut travailler les données, les mettre des données avec des prédispositions spécifiques, les faire valider pour alimenter la science des données et le machine learning. D'un autre côté, on a toujours la branche ETL qui peut revenir maintenant puisque les données ont été mises, ce ne sont pas des données structurées, mais les données ont été mises dans des dispositions pour que l'ETL revienne maintenant pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mettre à disposition
un entrepôt, un ensemble, des dispositions d'entrepôt de données pour pouvoir faire toujours les rapports et le business intelligence. Mais en plus de ça, l'ETL permet maintenant de mettre un entrepôt qui permet de fournir des informations en temps réel. Parce que ce qui se posait, le problème qui se posait avant avec l'ETL, on pompait les données, on mettait ça dans l'entrepôt de données, on faisait des requêtes, mais c'était dans le temps. On a pompé les données jusqu'à de l'année de janvier jusqu'à la semaine passée. Parce que les données de cette semaine sont en cours de réalisation. On ne pouvait pas les pomper. Même si on les pompait, il y a des données qui sont toujours en tampon. Alors que de plus en plus, les organisations, ils ont besoin des indicateurs en temps réel. Donc, avec le data lake, on a, avec le data lake, pas seulement le data lake, au niveau de l'ETL, au niveau des fonctionnalités d'extraction, de transformation et de chargement, il y a la possibilité de mettre dans un entrepôt spécifique maintenant au data lake pour que on puisse faire quoi? On puisse avoir des rapports et des solutions de business intelligence en temps réel. Donc, en plus du fait de faire des rapports comme on le faisait dans les années 1980, à partir de 2011 et autres, là, on peut toujours le faire, mais avec des données diverses qui peuvent venir, que ça, les données peuvent être des vidéos, des audios, des fichiers plats, des images, etc. Ce qui était difficile à faire avant, avec seulement le data warehouse. Donc, à partir de l'an 2011, etc., il y avait le data lake. Et c'est dans ces conditions qu'a commencé à naître progressivement ce que tout le monde nous appelons maintenant, il y a eu au niveau de Excel, par exemple, on a mis des fonctionnalités avancées comme les fonctionnalités de tableau croisé dynamique, le data query pour pouvoir faire des requêtes, etc. Donc, c'était ça la solution. Mais toujours, il s'est fait qu'on produit tellement de données et les données, et il y a beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes. On parle d'intelligence artificielle de nos jours. Il faut des dispositions pour que cela soit résolu. Donc, à partir de l'an 2020, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a de plus en plus de données. Il y a toujours ce type de données. Hein. Ce type de données. Il y a toujours la disposition du data lake. Mais maintenant, on l'a fait évoluer. On a mis tout ça là pour mettre rapidement en amont le lake house où vous allez construire. Ce sont des services en ligne pour vous aider à traiter vraiment vos données. Mais il y avait des manquements. Je vous donne un exemple très simple. En ce moment-là, on a Power BI. Quand on parle de Power BI, c'est quoi? C'est la version qu'on installe Power BI Desktop. Je vous montre rapidement le Power BI Desktop. Le Power BI Desktop qui permet de travailler les données. Et l'avantage est que quoi? Power BI, contrairement aux autres, maintenant Power BI peut vous permettre, même depuis le desktop, il peut vous permettre à vous connecter à plusieurs sources de données, diverses sources de données, même des dossiers. Plusieurs sources de données. Je vous montre un exemple très simple et ça a résolu beaucoup de problèmes. Voici les types de données, de sources de données que vous pouvez utiliser Power BI pour vous connecter à cela. Et Power BI, c'est la partie desktop, vous faites de vos rapports. Maintenant, vous les publiez en ligne sur la plateforme Power BI Service. Voici les types de, vous voyez, vous avez même les PDF, les dossiers partagés, plusieurs types de sources de données. Maintenant, vous pouvez. Il y en a même qui ne sont pas ici. Si vous avez les connecteurs, vous pouvez les agréger. Même depuis Facebook, depuis les réseaux sociaux, vous pouvez gérer toutes ces sources de données et faire vos rapports. Et publier vos rapports là en ligne. Une fois publiés, vous pouvez constituer vos tableaux de bord là-bas. Mais le chemin faisant, il y a de nouveaux métiers qui ont commencé à naître.
Et ces métiers de nos jours, maintenant, le tronc commun qu'on a, c'est le langage Python, qui est un langage basé sur le bon vocabulaire. Et on a compris que beaucoup de gens de métiers qui ne sont pas informaticiens sont à l'aise à apprendre rapidement le Python et faire pas mal de choses. Mais le problème est que quoi? Les codes Python ne peuvent pas être exécutés, par exemple, sur Power BI Service. Donc, il y avait des limitations. Il y avait des limitations. Donc, Microsoft a amené pas mal de solutions autour d'un ensemble de plateformes qui qui est basé sur ce que nous appelons, qu'ils ont appelé Synapse. Mais c'était disparate. C'était disparate. Voilà. Donc là, avant de revenir sur ça, je vous montre rapidement les corps de métier sur les données. On va comprendre pourquoi j'en parle ici. Ça va nous aider à mieux comprendre pourquoi Microsoft a fait sortir, la nouvelle plateforme qui est actuelle. Donc, on a autour des données, comme métier, on a le business analyst, on a le data analyst, on a le data engineer, le data scientist et puis le database administrator. Tout ça là, c'est autour des données. Et les codes qui sont entre les parenthèses, ce sont des examens et des formations Microsoft pour cela. Pour le business analyst, vous allez apprendre des choses supplémentaires comme les requêtes avec Python, etc. Voilà un peu les métiers. Donc, Microsoft a amené un ensemble de solutions, mais qui étaient disparates, qui tournaient autour de Synapse. Et il y avait vous prenez les licences pour chaque plateforme pour pouvoir travailler. Mais beaucoup de métiers, par exemple, un ingénieur de métier a besoin d'un data factory, a besoin d'un data warehouse, a besoin de l'ingénierie de données, a besoin des fonctionnalités d'analyse en temps réel. Un scientifique de données a besoin de faire des sciences de données et puis Azure Machine Learning, etc. Un analyste de données a besoin de Power BI, un entrepôt de données et des fonctionnalités, la plateforme qui gère l'analyse en temps réel. Et un décideur qui n'est même pas informaticien, lui, il a besoin de voir des tableaux de bord, des rapports avec Power BI en utilisant et même en utilisant Microsoft 365. Les plateformes étaient un peu disparates. Donc, la touche majeure actuellement est ce qui a vraiment incité les gens de données est que Microsoft a rassemblé tout ça là. Au lieu de payer pas mal de plateformes, des choses, Synapse par-ci, Synapse par-là, Data Factory, etc., Power BI, ils ont réuni tout ce monde-là, toutes ces plateformes-là en une seule solution qu'ils ont appelée Microsoft Fabric. Et puis maintenant, comme on parle des données, les plateformes ne vous aident qu'à manipuler les données. Comme on parle des données, désormais, ils ont mis en place des dispositions, des plateformes de données pour enregistrer vos données, qu'ils ont appelées OneLake. Pour bien comprendre OneLake, actuellement, comment vous travaillez? Vous avez vos emails professionnels. Vos emails professionnels vous donnent, si vous avez Microsoft 365, vos emails professionnels vous donnent accès à quoi? Si vous avez Microsoft 365, vous avez OneDrive sur lequel vous mettez vos données. Et sur vos données, là, il y a des fonctionnalités de versionning. Donc, vous pouvez avoir plusieurs versions pour une seule donnée. Donc, c'est un peu ces fonctionnalités-là qu'on a amenées. Au lieu de faire des copies chaque fois, et puis on ne se retrouve plus de la dernière version, la bonne version des données sur lesquelles il faut faire les requêtes, faire les rapports et autres. Là, on a unifié. On a mis en place un système qui est du genre OneDrive, mais pour les données. C'est ça qu'on appelle OneLake. Et c'est un SaaS. C'est un service software, software à ses services.
En plus de ça, on a mis la sécurité, la gouvernance. Il y a le calcul pour le stockage. Il y a le calcul, le stockage, le calcul, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin. Si vous avez besoin de faire du machine learning, si vous avez besoin d'alimenter une intelligence artificielle, etc., tout est là. Et en plus de ça, comme Microsoft a déjà réglé les problèmes de connecteurs à diverses plateformes pour avoir les sources de données, en plus de ça, il y a des modèles pour analyser et gérer plusieurs types d'affaires. Voilà Microsoft Fabric. Donc, c'est l'approche de Microsoft pour réunir en une seule plateforme plusieurs autres plateformes liées à des données et profitant de cela, à mettre sur pied et accroître une collaboration entre divers mondes des données. Et voilà, parlant des divers mondes des données, voilà, divers mondes de données. Vous avez les ingénieurs de données, les scientifiques des données, les analystes des données, les décideurs, etc. Voilà la base de Microsoft Fabric. Quand nous entendons Microsoft Fabric, c'est cela. Et en matière de sous, vous vous rappelez, avant, il faudrait que vous ayez un abonnement Data Factory, 3-4 abonnements Synapse spécifiques, un abonnement Power BI Pro ou bien Premium, etc. Le Data Activator n'est pas encore mis sur le marché, mais c'est en mode test. Donc, il faudrait, vous voyez un peu le licensing, l'argent un peu partout. Là, on va faire un licensing, vous allez payer pour une seule fois pour une plateforme qui donne accès à plusieurs plateformes, à tous les corps de métier de données dans votre organisation. OK? Avons-nous des questions? Didi, il y a des écrits dans le chat, je crois. Nous pouvons continuer. OK, on continue. Donc, le One Lake, c'est que vous avez une copie. Il y a une fonctionnalité qui est One Copy. Donc, c'est un composant clé de One Lake qui vous permet de lire des données à partir d'une seule copie, sans déplacer ni dupliquer les données. Parce que n'oubliez pas, sur les plateformes Azure, Microsoft et autres là, si vous occupez 100 mégas, vous payez pour ça. Si c'est 1 Tera, vous payez aussi pour ça. Vous ne pouvez pas payer le même montant quand c'est 100 mégas par rapport à 1 Tera. Donc là, vous avez une fonctionnalité vraiment avancée qui permet d'avoir les données, votre donnée une seule fois et les diverses plateformes vont lire la même donnée. Mais il y a les fonctionnalités de versionning aussi sur ces données, mais il ne te fait pas des copies pour saturer de l'espace, pour te faire payer pour rien. Voilà l'avantage majeur, l'innovation majeure en mettant sur le marché Microsoft Fabric, c'est Microsoft One Lake. OK? Avons-nous des questions? On continue. J'espère que j'essaie de faire le plus simple possible. Maintenant, parlons maintenant de manière granulaire et étape par étape, parlons de Microsoft Fabric. Donc, on a vu tout de suite que Microsoft Fabric, c'est ces plateformes-là réunies en un seul produit. Oui, on a M. Ousmane Sow qui a levé la main. Oui, allez-y rapidement, monsieur Ousmane Sow. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Emmanuel, c'est Ousmane. J'avais une question par rapport à OneLake. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que en fait, cette solution a enlevé la fonctionnalité de réplica. Pas enlever la fonctionnalité de réplica. Le réplica, c'est un dispositif de haute disponibilité. Mais avant, quand vous voulez travailler avec Data Factory, il vous faut une donnée. Quand vous voulez utiliser l'ingénierie des données dans Synapse, ce n'est pas la même donnée, il vous faut une copie qui sera dédiée à Synapse. Ah, d'accord, je vois. En fait, c'est la même donnée qui est utilisée par tous les outils.
Oui, oui, mais il faut faire des copies pour que les plateformes là. Et puis en plus, il y avait, par exemple, quand vous choisissez l'entrepôt de données Synapse au niveau de Synapse, le problème est que la réalité est que quoi, en productivité, vous ne pouvez pas avoir qu'un seul. Il vous faut au moins 3 pour assurer, par exemple, la haute disponibilité. Vous voyez un peu. Alors que ça, il y a sa licence qui est à côté. OK. Et comme les plateformes ne sont pas unifiées, vous allez avoir la même donnée, mais copiée un peu partout. Exactement. Et pour chaque technologie, il faut faire une Entre-temps, réplication pour avoir la haute disponibilité. oui, voilà. Entre-temps, une copie des données peut faire quoi? Un ensemble de copies peuvent faire quoi? Peuvent subir des mises à jour. Ce qui fait qu'il y aura des tableaux qui seront à jour, d'autres qui ne seront pas à jour. Donc, il y avait une confusion qui était là par moment. Mais maintenant, et puis là, ce n'est pas la même personne qui intervenait un peu partout sur les plateformes. On a vu les corps de métier, il y a plusieurs corps de métier qui intervenaient. Et puis, il n'y avait pas une collaboration réelle en tant que tel. Maintenant, avec Microsoft Fabric, tout cela, tous ces problèmes-là de duplication de données, etc., a été réglé. Donc, quand on parle de duplication de données, c'est que copier la même donnée plusieurs fois. Maintenant, le réplica, c'est dans un cas où on ne veut pas quand un serveur tombe, qu'on perde les données. Donc, il y aura, bon, derrière la plateforme là, il y a la haute disponibilité qui a été implémentée et assurée. C'est bon, monsieur Ousmane, j'ai répondu à votre question. Oui, merci, c'est très clair. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Donc, on continue. Donc, on avait vu que Microsoft Fabric, c'est un ensemble de choses. Il y a minimum 7. Donc, premièrement, on a le Data Factory qui permet de faire l'intégration des données. Dans le temps, dans les années 1980, à ce moment, cette prestation est assurée par ce que nous appelons SSIS, SQL, je vais le mettre en même temps, c'est SSIS, c'est SQL Server Integration Services, qui permet d'aller chercher les données d'un peu partout, même dans des fichiers plats, dans des fichiers XML, etc. Et puis de travailler, de faire un peu de l'ETL, on extrait, on transforme, et puis on va charger tout ça là dans une base de données. OK? Dans une base de données. Donc, il y avait le SSIS qui gérait un peu ça. Ensuite, maintenant, il y a quoi? Ici, le Data Factory, c'est intégration des données combinant Power Query dans l'échelle d'Azure Data Factory pour déplacer et transformer les données. Donc, on déplace, on transforme les données et les données finales se retrouvent au niveau de quoi? Dans One Lake. Ensuite, on a Synapse Data Engineering qui permet de faire l'ingénierie des données avec une plateforme Spark pour la transformation des données à grande échelle. Ensuite, on a Synapse Data Warehouse qui a une fonctionnalité d'entrepôt de données. Donc, entrepôt de données avec des performances et une échelle SQL de pointe pour prendre en charge l'utilisation des données. OK? Donc là, on a SSIS, SSRS. Ça, c'est SQL Server Reporting Services. On a SSAS, SQL Server Analysis Services. Et puis, il doit y avoir un quatrième. OK. Donc, ensuite, on a le Synapse Data Science qui permet de faire les machine learning. Vous allez beaucoup travailler avec ça quand vous voulez implémenter les fonctionnalités de machine learning dans votre organisation. Donc, vous allez former des modèles et faire le suivi de l'exécution dans un environnement vraiment évolutif. Rappelez-vous, avant Microsoft Fabric, toutes ces plateformes-là, vous payez des licences one by one.
un à un. On a ensuite Synapse Real Time Analytics qui assurait les analyses en temps réel. Ensuite, on a le Power BI qui permet de faire l'intelligence des affaires et puis de traduire les données en visuel pour faciliter les décisions aux décideurs. Et ensuite, on a le Data Activator. Là, je le dis, le Data Activator n'est pas encore mis activé, mais c'est en mode bêta, c'est très bientôt. Donc, le Data Activator va faire quoi concrètement? Il va faire la détection et la surveillance en temps réel des données qui peuvent déclencher des notifications et des actions lorsqu'elles trouvent des modèles spécifiés dans les données. Donc, ce sera un chef d'orchestre qui va notifier et puis déclencher des workflows, même si vous voulez, basés sur des données, mais en temps réel. OK? Donc, au lieu de payer pour chaque plateforme one by one, actuellement, avec Microsoft Fabric, vous avez une licence commune qui permet d'avoir une visibilité claire en matière du licensing, mais qui va surtout permettre à tous les gens de métier, que ce soit interne ou bien externe, qui interviennent en matière de données, sur vos données dans une organisation, de collaborer très efficacement parce que c'est la même plateforme, mais avec plusieurs différents composants. OK. Des questions? Des questions? Nous pourrons continuer. Maintenant, Microsoft Fabric, c'est bon, mais comment on l'active? Donc, vous devez l'activer au niveau de votre tenante, pour ne pas dire votre locataire, que ce soit Microsoft 365 ou bien votre locataire Power BI. Donc là, vous devez être, pour pouvoir le faire, vous devez être un administrateur Power BI ou bien un administrateur Power Platform ou bien un administrateur Microsoft 365. Donc, les administrateurs vont l'activer pour vous dans votre organisation. Actuellement, c'est en mode trial. Donc, vous pouvez l'activer sans frais, sans demande de carte bancaire. Vous pouvez l'activer. Et quand vous l'activez, je vais vous le montrer maintenant. Vous avez tous ces composants. Et je rappelle un peu ici les métiers qui sont autour des données dans l'écosystème Microsoft. Avons-nous des questions? Sinon, on a beaucoup parlé. Allons-y. On a beaucoup parlé. Allons-y. Donc là, je suis sur Microsoft Fabric. Donc, pour pouvoir activer, vous venez, vous allez dans Google, dans google.com, et puis vous cherchez Microsoft Fabric. Donc, quand vous allez dans Microsoft Fabric, le résultat, dans le résultat, donc voici, vous êtes sur Microsoft Fabric. Donc, ça vient en version en anglaise. Bon, je vais changer. Vous pouvez aller en bas, changer la langue, ou bien tout bonnement dans l'URL, dans l'adresse. Dans l'adresse, je vous montre rapidement, dans l'adresse du lien, vous voyez le EN-US là, vous le remplacez par FR-FR. Bon, français de France, quoi. Donc là, je mets en français rapidement. Voilà. Donc là, je suis sur la page de Microsoft Fabric. Donc, si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez vous connecter et puis vous cliquez sur « Essai gratuitement ». Donc, il va détecter
Normalement, si vous voulez, avant de l'essayer, il faudrait que votre administrateur puisse l'activer sur votre tenant. Donc, comme moi, je l'ai déjà activé, c'est pour ça que je suis venu ici directement. OK. Donc, voici Microsoft Fabric. Toutes vos données. Bon, je l'ai mis en français. Avant, jusqu'à la semaine passée, j'ai essayé de mettre en français. C'était pas. Mais cette semaine, non, c'est venu en français. Donc, toutes vos données dans un emplacement organisé, collaboré et puis créé. Vous avez Power BI. Quand vous venez ici, vous avez le Microsoft Fabric. Donc, voici le Microsoft Fabric. Vous avez la composition. C'est composé de plusieurs choses, dont la famille Synapse. Vous avez le Data Engineering, le Data Science, le Data Warehouse, le Real-Time Analytics. Vous avez Power BI et puis le Data Factory. C'est tout ça là qui compose Microsoft Fabric. OK? Et c'est ça qu'on retrouve ici. Donc, Power BI, par exemple, trouver des insights, c'est-à-dire des indicateurs, suivez la progression et prenez des décisions plus rapidement à l'aide de visualisations riches. Je disais qu'au niveau de Power BI, je vous montre, bon, là, au niveau de Power BI Service, on publiait les rapports, on publiait les rapports et puis on faisait les tableaux de bord. Je vais vous montrer un exemple très rapidement. J'ai publié un rapport là, aujourd'hui. Mais le problème est que quoi? Pour faire, il y a de plus en plus de requêtes sont faites avec le langage Python. On n'arrive pas à exécuter les codes Python dans Power BI Service qui est en ligne. Mais avec Microsoft Fabric, vous pouvez exécuter les codes dans les environnements, dans cet environnement, et avoir les résultats que vous avez. Donc, cette limitation a été dépassée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les implications qu'il y a derrière. OK? Donc, on va aller au niveau de Data Factory. Voilà. Bon, pas bien, on va revenir là. Là, je suis dans mon espace de travail, Data Factory. J'ai mon espace de travail. J'ai les tutoriels qui permettent d'apprendre. Quand vous voulez apprendre à utiliser Data Factory, voilà. Donc, les accès rapides, les choses récentes, quand j'ai fait quelques tests depuis quelques années, ils ont ramené les choses ici. Je peux avoir un pipeline. Voilà. Oui, ça a été... Voilà. Je peux créer un pipeline qui va prendre des données. Vous pouvez avoir les données dans un ordinateur dans votre organisation qui n'est même pas sur un serveur. Ce que vous allez faire premièrement, c'est de déployer un serveur qu'on appelle Data Gateway qui va faire le pont. Vous n'avez pas besoin de publier quoi que ce soit. Ce serveur-là va mettre à disposition pour les plateformes Azure et Microsoft 365 les données que vous avez choisi d'exposer. Mais ces données à l'origine sont en local, pas forcément sur les serveurs. Hein. Vous pouvez avoir un dossier partagé, un fichier Excel, un fichier CSV, une base de données SQL, une base de données SQL, AS400, etc. Donc, vous avez besoin d'autres données pour les exploiter dans les rapports. Vous pouvez les exposer. OK? Des questions? Des questions? Vous m'entendez toujours bien? Pour aller vite, je vais vous montrer. Je suis ici. Oui, je suis ici. Voici je vous montre rapidement. Je suis dans... Voici... non, là. J'ai mon Power BI qui est sur ma machine. Mon Power BI desktop qui est là. Les sources de données sont dans un dossier. Les données sont dans un dossier sur mon ordinateur. OK?
Mais quand j'ai fait le modèle de données, que vous le voyez, je vais agrandir pour que vous le voyez. Voici le modèle de données que j'ai. J'ai impliqué pas mal de tables. La table des ventes, géographie, les dates, j'ai mis l'intelligence des dates, et puis la table des fabricants. Et voici un peu la table ici, les données. Les données je les ai importées dans le jeu de données. Donc, il a enregistré un peu dans le fichier. Après avoir fini, moi, mon rapport, je viens ici, j'ai fait 2 rapports. Je suis ici, j'ai construit le rapport. Là, le rapport, j'ai 2 pages du rapport. Voici la deuxième page. Voilà tout ce que j'ai eu à mettre, tout. Après, je suis venu, j'ai publié. Quand je publie, il me dit, voulez-vous enregistrer les nouveaux modules? Je dis oui, je fais enregistrer. Il va publier. Quand il a publié, le voilà qui se retrouve ici. On est sur Power BI Service, qui fait partie désormais de Microsoft Fabric. Donc, en étant ici, je peux venir voir, pour vous expliquer un peu le pipeline, je vais voir le contenu, le contenu associé. Voilà le fichier avec le rapport. Quand j'ai publié, il vient avec le truc et puis le jeu de données. Voici le jeu de données avec lequel il vient. Donc, j'aurai la possibilité de voir la traçabilité. Je vais vous montrer un peu pour vous expliquer le pipeline. Parce que des fois, vous pouvez construire des rapports, les tableaux de bord, et puis ça commence à déconner quelque part. Il faudrait que vous puissiez retourner au niveau du pipeline, la façon dont, pour ne pas dire le tunnel par lequel les données passent. Avant, quand on vient ici, c'était le logo de Power BI qui venait. Mais là, c'est Fabric, le logo F de Fabric. Mais on est dans un environnement Power BI. OK? Un instant, il va charger. Donc là, je peux venir en tant qu'ingénieur de données. Je fais mes choses, je viens au niveau je me connecte et puis j'utilise ce que je dois utiliser. Un autre qui est scientifique des données se connecte, lui aussi ses outils, mais c'est sur la même plateforme. Et l'organisation a pris Microsoft Fabric pour l'organisation et diverses professionnels des données se connectent au même environnement pour pouvoir travailler. Avant, il y avait Synapse par-ci et puis les nombres de choses que vous devez faire. Il y a des déploiements à faire au niveau de Azure. Et quand vous le faites, un déploiement sur Azure, pour assurer la stabilité, il faut implémenter la haute disponibilité là-bas. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas prendre un seul serveur sur lequel et puis faire. Non, il faut sécuriser. Donc, il faut faire la haute disponibilité. 2, 3 autres serveurs avec les frais qui vont avec. Donc, Microsoft Fabric a permis vraiment de simplifier à ce niveau-là, cet aspect. Et le temps que lui charge, je peux ajouter je peux ajouter pas mal de choses. Avant, par exemple, au niveau des scripts, par exemple, je peux coller dans les scripts les codes Python. Avant, on ne pouvait pas faire ça avec Power BI Service, mais avec Synapse, on peut le faire. Et comme c'est la seule et même donnée qui se trouve au niveau de OneLake, voici le OneLake. Donc, ce que je voulais faire dans Power BI Service avant, avec les scripts Python, et que ça ne s'exécutait pas, je pouvais le faire désormais ailleurs, mais dans le même environnement. OK? Mais lui, là, pourquoi il me... Attends. Je rafraîchis pour qu'il me montre bien. Avons-nous des questions? J'espère que j'ai été simple, pas trop compliqué.
Avons-nous des questions? Oui. Il y a M. Roland qui a levé la main. Oui, juste pour savoir si, en dehors de Python, est-ce qu'on a d'autres langages qu'on pourrait exécuter? Quels sont Oui. ces langages-là? Oui, vous pouvez exécuter Spark, SQL, vous pouvez exécuter SQL, même le DAS, Data Analysis Expression. Il n'y a pas que le Python. C'est le Python qui est le plus répandu maintenant. Il y a pas mal de codes que les gens copient un peu partout pour venir exécuter. Donc, on peut exécuter pas mal d'autres langages. R, vous pouvez faire beaucoup de choses dans R, etc. Oui. OK, c'est merci. bon, j'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Ouais. OK, donc là, on est dans le Data Factory au niveau de OneLake. Donc, le hub de données OneLake. Donc, toutes les données que vous voulez, les jeux de données sur lesquels j'ai eu à travailler, tout est là et organisé ici. Je retourne, on va voir le Real-Time Analysis. Donc, voici la partie Real-Time Analysis. En matière de données, normalement, c'est une équipe, ce n'est pas une seule personne. Donc, vous pouvez avoir une personne, il ne vient que faire ceci. Il ne vient que travailler au niveau de Synapse Real-Time Analytics. Parce qu'on a besoin des choses précises concernant l'analytics. Donc, vous voyez ce que j'ai eu à créer comme le pipeline se retrouve ici. Quelqu'un peut se connecter et puis se connecter seulement au real-time. Quand je viens au Data Warehouse, voici la partie Data Warehouse. Donc, c'est la seule plateforme. Avant, vous devez vous connecter ailleurs. C'est une autre plateforme et puis c'était disparate. Donc, Microsoft Fabric a permis de rassembler tout ça là à un seul endroit. OK? Ceux qui veulent faire le data science, vous voyez, à chaque fois, vous avez les dispositions, vous avez tout le machine learning, tout ce que vous avez fait avec des tutoriaux. Ce qui est important, c'est avec vous avez des tutoriaux à côté qui vous envoient sur les sites de Microsoft pour comprendre et puis apprendre pas mal d'autres choses, comment créer un modèle, etc. Voilà. OK? On a vu data science, data engineering. Voici, on est au niveau du data engineering. On a déjà vu Power BI. Power BI, voilà. Ah, ce truc-là tarde à se montrer. Avons-nous d'autres questions? Allô, vous m'entendez bien? Allô? Oui, allô? On vous entend très bien. OK, voilà. Je voulais montrer un peu un exemple de pipeline, mais qui tarde à... Mhm.
Allô? Allô, oui. On a une question sur le chat. Pourquoi Oui. pour des entreprises qui ont leurs données on-premise, comment la configuration se fait pour exploiter le Microsoft Fabric? OK. Pour ceux qui ont les données, je vais effacer tout ça là, c'est bon. Tous ceux qui ont les données, les organisations, qui ont les données, qui ont des données en local, données en local, ce qu'il faut faire, c'est de déployer déjà. Il y a un serveur qu'on déploie qu'on appelle Microsoft Data Gateway. Data Gateway. OK. Donc, ce Data Gateway, en réalité, je voulais vous montrer. Ça, c'est en local. Vous voyez en local. Maintenant, une fois dans le... Quand je suis ici, un instant, hein. Il vous faut déployer ce que nous appelons le Data Gateway, qui est en réalité une passerelle. C'est une passerelle que... Bon, je reviens ici. C'est une passerelle que vous mettez dans votre infrastructure. Une fois que la passerelle est dans votre infrastructure, voilà. Une fois que vous avez, voilà, ici, passerelle de données, c'est un serveur que vous mettez et puis on le configure pour pouvoir permettre à ce que vous choisissez les serveurs, les sources de données, les dossiers partagés que vous voulez exposer pour que les données soient exploitées sur Microsoft Fabric. Vous les choisissez et puis ce sera disponible. Donc, quand vous allez vous le déployer, vous allez vous connecter, après la configuration, vous allez vous connecter avec le compte, les comptes que vous utilisez sur les comptes que vous utilisez ici, par exemple, le compte que j'utilise ici, je peux utiliser le compte là je m'enregistre avec le compte et automatiquement, quand je viens ici, j'aurai ici une passerelle. Et quand je clique, je vais voir le nom du serveur. Donc, quand vous voulez, voici là la passerelle, le type de passerelle, les passerelles que vous pouvez avoir. Il y a deux types. Un instant, hein, je vous mets en français rapidement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est un composant que vous téléchargez et que vous installez. Il y a deux manières de l'installer. Vous l'installez pour l'organisation, c'est-à-dire tous ceux qui veulent exposer des données vont passer par ce serveur-là. Ou bien vous êtes un développeur, sur votre machine, vous téléchargez, vous l'installez et puis vous connectez avec votre compte à ça et puis il sera disponible dans les passerelles. Et sur votre machine, si vous avez des bases de données, des sources de données, etc., vous l'exposez. Et vous pouvez maintenant utiliser cette donnée-là depuis la plateforme Microsoft Fabric, que ce soit Power BI, que ce soit OneLake, etc. Là où vous avez besoin, vous allez appeler cette donnée et puis les exploiter. J'ai répondu à la question. C'est M. Godi qui a posé la question. La question a été répondue. Oui, allô? Oui, elle a été répondue. Hein. Comme je suis dans un endroit où il y a du bruit, c'est pourquoi je le dis. OK. D'autres questions?
Rue du déployant passerelle. D'autres questions? Donc, si on a 5 minutes, dès que lui finit, il a fini de télécharger normalement. Il doit donner la main. Je peux l'exécuter, vous allez voir, ce n'est rien de compliqué. OK. OK, voilà. Très simple à déployer. Le Tata Gateway. Allô, il y a d'autres questions? Oui, Oui. nous avons une question sur le chat. Sur la partie gouvernance des données, comment cela se présente? OK, voilà. Pour la gouvernance des données, un instant. OK, pour la gouvernance des données, en matière de sécurité et de... voilà, je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer quelques exemples qui n'est pas liés à nos... Nous avons OneLake. Nous sommes tous d'accord que OneLake, maintenant, c'est comme votre OneDrive, mais dédié pour les données. Vous avez un seul endroit sur lequel tout ce que vous allez impliquer comme données vont se retrouver. Au niveau de OneLake, maintenant, vous avez des fonctionnalités
de sécurité, de... attendez, je vous... Donc, vous avez la sécurité et la gouvernance, vous avez l'expérience des services software à ces services. Vous avez des fonctionnalités pour faire des calculs, parce que des calculs et puis la gestion du stockage et les modèles d'affaires. Là, je vous montre en attendant de revenir sur notre data lake. Je viens. Voici le hub de données OneLake. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a propriétaire, on va voir. J'ai mes données. Les données qui seront approuvées dans mon organisation. Je ne veux pas trop rentrer parce que là, je suis connecté avec mon compte de travail. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont des choses là. Donc, je peux avoir pas mal de données là. Pour la gouvernance, je peux mettre des données qui vont passer par un processus d'approbation au niveau de l'organisation avant que ça ne soit affiché ici. J'ai mes données propres à moi sur lesquelles je travaille. Voici les données, ce que j'ai uploadé aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Ces données, par exemple, si un collègue se connecte à la même plateforme qui a les mêmes, parce que là, le truc là a été activé pour l'organisation, d'abord, avant que moi je l'utilise. Donc, si il se connecte, ça, ce sont mes données propres à moi sur lesquelles je travaille. Si je ne partage pas ces données, mon espace même avec eux, ils ne peuvent pas avoir accès. C'est pourquoi vous avez ici mon espace de travail. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui fait qu'en matière de gouvernance, en matière de sécurité, etc., tout est assuré. Maintenant, le pipeline que je voulais vous montrer, c'est que les données, ça devait montrer jusqu'à la source. Depuis la source des données, on a importé les données dans un jeu de données, par exemple, au niveau de Power BI qu'on a publié. Qu'est-ce qui se passe quand la source des données est mise à jour? C'est au niveau du pipeline qu'on va mettre les mécanismes. Et par exemple, au niveau de Power BI, on peut programmer des périodes de mise à jour. Vous pouvez mettre chaque 5 minutes, ou bien chaque 5 jours, ou bien chaque mois. Les données seront pompées tant que le fichier ou bien la source n'a pas changé, ou bien les comptes qu'on a mis pour pouvoir se connecter n'ont pas changé, et les droits auxquels on a octroyé pour l'accès à ces données ne sont pas changés, vous aurez le pipeline qui sera respecté de bout en bout. Mais au cas où ça ne fonctionne pas, vous venez, c'est ce que je voulais montrer ici, mais ça n'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir tout le processus, la source, depuis la source de données, les étapes, à quel niveau cela est bloqué, vous allez voir ça graphiquement et aller régler le problème. Allô? J'ai un peu répondu à la question. Allô, vous m'entendez bien? Vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Je crois OK. que M. Gouti est satisfait de la réponse.
OK. Donc là, Merci. rapidement, pour ceux qui ont posé la question d'être donné en prémisse, là, j'ai mis un gateway. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Donc là, j'ai mis un gateway et puis il me demande, voilà. Donnez-nous encore 5 minutes, on finalise. Je montre juste ça pour le gateway. Je ne sais pas pourquoi le truc est un peu lent aujourd'hui. Sinon, ça se passe très vite. Vous connectez. Et puis, une fois que connecté, on retourne là, vous allez voir qu'il y aura le lien passerelle qui va apparaître. Voilà. Donc, voilà, Gaza is online and ready to use. OK. Donc, les services, le diagnostic, s'il y a un problème, le réseau, les connecteurs, voilà. Donc, j'ai mon gateway qui est là. Je retourne au niveau de mon Data Factory. Je recharge tout. On voit pas la passerelle, n'est pas encore. Bon, ça ne charge pas comme je voulais. Sinon, on allait voir le. Bon, Didi, je te remets la parole. Merci, Makajé, pour cette présentation. C'est vrai que vous aurez souhaité montrer plus à nos participants comment mieux gérer leurs données. Mais nous allons programmer un autre webinaire sur Microsoft Fabric pour mieux montrer cette partie. Avant de clôturer, on va répondre à une dernière question sur le chat. Comment l'intelligence artificielle optimise l'utilisation de mes données avec Microsoft Fabric? Une question de M. Goji. OK, je repartage l'écran.
Bon, là, déjà, il faudrait que vous ayez activé les fonctionnalités de copilote. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, à travers les fonctionnalités de copilote. Quand j'ai activé, ce qu'il faut comprendre est que le OneLake actuellement est en mode d'évaluation. Donc, quand vous rentrez dans les processus, il faudrait, bon, là, j'ai essayé plusieurs fois d'activer le copilote sur ma version d'évaluation, ce qui n'est pas totalement effectif au moment où je faisais la démo. Mais tout ce que vous allez faire désormais, vous avez la possibilité d'avoir le copilote pour vous assister au niveau de la plateforme. Donc, pour vous donner une idée du copilote, voici le copilote que j'ai activé sur mon ordinateur qui est en preview, seulement en anglais, et qui permet de poser des questions et puis de... Donc, les fonctionnalités qui seront disponibles, par exemple, là, je vous montre ce... Voilà, le Data Activator qui aura quelle fonctionnalité? Il va détecter et surveiller en temps réel les données qui peuvent déclencher des notifications, des actions, etc., que vous avez préconfigurées. Donc, il y a ça, il va détecter. Ce n'est pas encore actif au niveau de Microsoft Fabric, mais c'est prévu très bientôt, d'ici quelques jours, il sera actif. C'est une des fonctionnalités de bénéfice de l'intelligence artificielle. Et puis, parlant du machine learning, c'est au besoin. C'est à vous maintenant de définir ce que vous voulez implémenter comme fonctionnalité de machine learning. Et on ne peut pas parler de machine learning sans parler d'une partie de l'intelligence artificielle. Donc, tout sera basé sur vos données. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous avez demandé, par exemple, aujourd'hui, déjà, il y a ça au niveau de Power BI. Si vous demandez des rapports, un instant, vous voyez ici, j'étais sur mon rapport, non? Voilà. J'étais sur mon rapport et on a fait des rapports spécifiques. Voilà, il y a des rapports spécifiques sur lesquels je peux faire des tableaux de bord. Mais je peux, basé sur l'intelligence artificielle, voilà, je peux obtenir, vous voyez toujours mon écran? Je peux baser sur le jeu de données, je peux baser sur aidé par l'intelligence artificielle, demander d'autres types de rapports que je n'ai pas programmés, que je n'ai pas conçus, mais le système va me générer, va me sortir ce type de rapports automatiquement. Donc, je suis ici, je peux faire obtenir des insights. Je peux poser des questions. Je peux poser, il y a les fonctionnalités de questions-réponses. Avant, pour interroger les rapports, il faut connaître un peu la programmation, le DAS, etc. Alors que maintenant, au niveau des tableaux de bord, vous avez les fonctionnalités de questions-réponses. Vous posez des questions et puis le système vous génère les réponses exactes. Et ces réponses-là, ce n'est pas quelque chose qui a été prédéfini par le développeur. Non, le système se base sur les sources de données et puis le modèle de données et puis les questions courantes
C'est du machine learning et puis il vous répond exactement et vous propose même d'autres questions que vous aurez besoin pour faire votre analyse. C'est bon? Allô? Oui, Monsieur Gaudi a répondu. Il est satisfait de votre réponse. OK, merci. Merci pour cette présentation. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je l'ai dit plus tôt, nous allons reprogrammer un autre webinaire pour vous montrer les fonctionnalités de cette plateforme. Vous trouverez sur le chat le lien de notre précédent webinaire qui est déjà disponible sur notre page YouTube. Pour ce webinaire qui vient de se terminer, nous vous enverrons le replay dès qu'il sera disponible sur la page YouTube. Contactez-nous sur info@st.digital pour toutes vos questions ou si vous avez besoin d'assistance. Je l'ai mis sur le chat. Merci à tous et bon week-end.